Oui, donc on finit ces 3 jours assez riches par une dernière table ronde réunissant une partie des clusters IA sur un thème qui a été un peu au cœur de nos discussions, la frugalité. Donc on a avec nous, je vais commencer par Gaël Richard, directeur scientifique de Hyparis Cluster. Donc maintenant, on a Monsieur Gossier pour Miaï, mais vous avez, je ne sais pas si ça a changé de nom entre Miaï et le cluster, tu diras. Isabelle Ril, directrice de Prairie, maintenant Prairie Psy, dans sa version cluster. Et on a André Spina qui représente le cluster de Sorbonne Université PostGen AI. Voilà. Merci à vous d'être là. Merci. C'est un plaisir de finir cette séquence du PEPR qui va revenir l'année prochaine avec vous. Donc voilà, on va faire en sorte que ce soit le climax de ces 3 jours. Donc je compte beaucoup sur vous. Et on va aborder ces questions de frugalité du point de vue des clusters. Et on va commencer par d'abord vous demander de présenter la nouvelle version parce qu'il s'est passé des choses. Ceux qui étaient déjà là et qui étaient déjà structurés, de nous expliquer. C'est, je pense, toujours intéressant pour la communauté de savoir un peu ce que fait le cluster et comment il s'organise, en espérant par la suite que ça suscitera, on va dire, des collaborations. Donc on commence par toi, Gaël. Oui, merci Jamal. Donc effectivement, Hyparis en fait a été créé en 2020, principalement avec, en termes de finances, des fonds provenant de grands mécènes, avec l'objectif de faire de IP Paris, HEC et le plateau de Saclay une destination en IA, en enseignement, en recherche et innovation. Et avec le cluster, donc, on a été ravis évidemment d'être sélectionné en tant que cluster IA. Donc on a dans ce projet, bien sûr, il va y avoir ces 3 piliers, innovation, enseignement et recherche. Sur les thématiques de recherche, on a choisi 7 thématiques prioritaires. Des thématiques peut-être plus classiques comme les fondements mathématiques de l'IA ou les modèles de fondation multimodaux, mais des thématiques aussi ancrées dans l'IA et la société, l'IA et l'économie, qui sont aussi, et l'IA et les sciences de l'ingénierie, qui sont trois grandes thématiques, je dirais, qui sont assez identifiantes pour nous dans notre consortium, qui représentent donc IP Paris et ses écoles partenaires, hein, que sont l'école polytechnique Télécom Paris, Télécom Sud Paris, l'ENSTA et l'ENSAE, et l'école des ponts et chaussées, avec HEC, et puis les grands ONR, INRIA et CNRS, et l'Université de technologie de Troyes pour la création d'un bachelor en IA. Voilà, et on est très content d'avoir obtenu un budget de 70 millions d'euros, ce qui va nous permettre de développer tous ces programmes aussi bien sur tous ces axes. Voilà. Maintenant, il y a de l'argent pour travailler. Maintenant, il faut travailler. Voilà, il y a de l'argent pour travailler. Eric ? Merci Jamal. Oui, donc moi je suis le directeur de l'institut originellement grenoblois qui s'appelle MIAI. Et c'est un institut qu'on a commencé à monter en 2018, qui a été labellisé 3IA en 2019, puis Cluster IA en 2024. Et donc c'est un institut qui a un cœur IA assez large, puisqu'on travaille à la fois sur des aspects matériels et embarqués, puis sur des aspects modèles fondamentaux, modèles mathématiques fondamentaux et logiciels, avec une forte emphase en ce moment sur l'IA générative et interactive, et embarquée aussi. Et puis avec un certain nombre de domaines d'application, en particulier autour de la santé, de l'énergie et de l'environnement, et puis de l'industrie 4.0. Ça, ce sont des domaines qu'on avait déjà développés dans le cadre du 3IA, qu'on reprend dans le cadre du cluster IA. Et on ajoute à ces domaines-là un domaine autour de l'IA pour l'éducation, parce que c'est un point qu'on avait commencé à explorer dans le 3IA et qu'on souhaite explorer un peu plus avant dans le cluster IA, même si le marché n'est pas forcément très fort là-dessus. Mais on ajoute aussi un domaine autour des industries culturelles et créatives. Et j'expliquerai un petit peu pourquoi après. Bon, d'une part par ce focus sur l'IA générative, mais il y a une autre raison. Et puis aussi, on souhaite explorer un peu plus les liens entre l'IA et le quantique.
Voilà pour ces grands domaines-là. On a une forte action aussi autour de IA et société. Et en particulier, on a financé plusieurs chaires lors de la phase 3 IA portées par des collègues des sciences humaines et sociales, en particulier des philosophes, des juristes, des sociologues, et qui vont avoir comme objet d'étude l'IA et qui vont pouvoir définir les cadres juridiques, les cadres éthiques pour l'IA et puis les conditions un peu d'acceptation de l'IA. Et puis on élargit cet axe-là dans le cadre du cluster IA en finançant aussi des actions IA pour les sciences humaines et sociales. Voilà, donc le leitmotiv de notre cluster IA, c'est un petit peu l'IA générative, interactive, embarquée, qui est frugale et de confiance par design et au service des humains et de l'environnement. Et on garde 3 jambes principales dans ces instituts qui sont ce que mentionnait Gaël aussi, hein, la recherche, l'innovation, l'enseignement, et puis une quatrième action qui n'est pas aussi importante, mais qui est aussi une interaction avec les citoyennes et les citoyens, avec la société. Voilà en gros le périmètre. Isabelle? Merci beaucoup. Donc, moi, je vais vous parler de Prairie PS&AI, et non pas PSAI. Pour ceux qui connaissent la blague. Ça, c'est une blague entre nous. Voilà. Donc, nous étions aussi, comme les collègues de Grenoble, labellisés 3IA, et nous avons la chance d'avoir été relabellisés Cluster dans la dernière mouture. Dans cette nouvelle version, nous avons gardé un cœur IA qui était déjà présent au départ. Donc beaucoup de disciplines, on va dire maths, computer vision, NLP, etc. Et on avait déjà une assez grande ouverture disciplinaire avec des collègues un peu de physique statistique ou de biologie médecine qu'on a largement étendu dans cette nouvelle version. Et donc on a dans la nouvelle version 125 chercheurs qui sont affiliés d'une manière ou d'une autre et qui sont qui ont une très large couverture disciplinaire, donc évidemment le cœur de l'IA est toujours présent, mais également comme à Grenoble, on a beaucoup ouvert vers les sciences sociales, avec des gens d'économie, de sociologie, de philosophie aussi, de droit. L'application principale, même si elle n'est pas exclusive, c'est autour de la santé. Donc la santé dans tous ses aspects, à la fois évidemment des gens qui font par exemple de l'imagerie pour des aspects médicaux, mais aussi un institut santé numérique en société qui regarde plus l'impact des transformations des modèles de santé grâce à l'IA dans la relation patient-médecin ou d'autres sujets. On a aussi ouvert vers d'autres sujets, donc en plus de ça, vers tout ce qui est IA pour les sciences, qui est quelque chose qui connaît un boom auquel vous n'êtes pas étranger. Et donc en utilisant l'aspect profondément pluridisciplinaire de PSL comme base, puisque c'est un établissement qui a des établissements, on va dire, scientifiques classiques, mais qui va jusqu'au conservatoire d'art dramatique, école de design, école d'architecture maintenant, donc qui nous permettent nous aussi d'aller plus vers la création et vers l'impact de toutes ces transformations dans ces disciplines-là. Le gros volet de la mise en place actuellement concerne la formation. Donc on a bien évidemment aussi innovation et formation. Mais notre grand enjeu actuellement, c'est l'innovation, la formation, en essayant de développer une offre de formation complète à tous les niveaux et pour tous les publics, les spécialistes d'IA et les non-spécialistes, avec des ouvertures de nouvelles formations à la rentrée. Donc ça nous occupe beaucoup actuellement. Voilà. Merci Isabelle. Andrea? Oui, je risque de me répéter un peu, mais donc le cluster Post-Generative AI est porté par l'Institut d'intelligence artificielle de Sorbonne Université, mais dans le cluster, on est 18 partenaires académiques et centres de recherche. Les partenaires habituels de l'Alliance Sorbonne, donc le Muséum national d'histoire naturelle, l'INSEAD, l'Université technologique de Compiègne, et les nouveaux comme l'ONERA, la Cour de cassation, le CNAM, Sciences Po, Panthéon-Assas et la PHP. Donc on est bien évidemment sur 3 axes, les arts et les sciences et l'humanité, les sciences, l'ingénierie et la santé. Qu'est-ce qu'on a essayé de structurer le cluster sur 2 axes. Un qui porte sur 21 programmes d'accélération collaborative, donc comme des mini-chaires, on va dire, qui s'inscrivent dans les nouvelles technologies, la santé et les sciences humaines, un peu comme les autres clusters. Et dans ces programmes, déjà, on s'inscrit à la fois à la recherche, qui est multidisciplinaire par définition, et l'enseignement et l'innovation. Et on a aussi un programme transversal
qui est pensé surtout pour les industriels, parce que dans le cluster, on a une soixantaine de partenaires industriels, et dans cet programme transversal, on cherche de tisser de plus en plus les liens pour les transferts d'innovation entre les recherches, les résultats de la recherche et les résultats et les besoins industriels par chaque métier. Voilà. Merci. On va passer à la deuxième partie un peu de notre discussion. L'idée, c'est qu'on se sente libre. S'il y en a dans la salle qui veulent poser des questions, même des questions qui piquent, n'hésitez pas. Donc, on essaye de finir quand même en beauté ces 3 jours. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, et peu importe l'ordre, quel est votre point de vue à vous en tant que personne, en tant que du domaine, sur ce qu'on entend par la frugalité, parce que on a l'impression que c'est un thème qui revient relativement souvent, avec des angles d'attaque un peu différents, des philosophies différentes. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de cette thématique-là ? Est-ce qu'on a raison de se dire tout sur la frugalité ? La réponse peut être évidente ou pas. Et après, dans un second temps éventuellement, comment au sein de votre cluster, il y a des thématiques qui émergent, qui existent. Voilà. Donc quelques exemples. Alors n'hésitez pas à prendre la parole. J'en profite. Vas-y, tu as le micro, tu le gardes. On le fait dans l'autre sens. Oui, alors, effectivement, si on imagine que la thématique de l'intelligence artificielle, comme j'ai dit tout à l'heure, est multidisciplinaire et se prête de manière générale à pouvoir structurer tout n'importe quoi, mais moi je place la frugalité juste un cran au-dessous de l'intelligence artificielle parce qu'elle, en plus de l'intelligence artificielle, elle permet vraiment d'aborder toutes les thématiques qui sont déjà incluses dans un projet d'intelligence artificielle. Donc, avec la frugalité, on va renforcer quoi ? On va renforcer tous les aspects éthiques, les aspects scientifiques, les aspects par rapport au domaine d'application, quels sont les besoins, que ce soit pour un projet soutenable pour l'environnement, pour tout ce que c'est les défis scientifiques aussi. Donc, je trouve que c'est une opportunité d'avoir aussi combiné ensemble frugalité sur l'intelligence artificielle parce qu'elle permettrait de structurer encore mieux les défis et les besoins qu'on va adresser. Et au niveau du cluster, on a 3 exemples dans lesquels on fait les liens entre frugalité et IA. Bien évidemment, Strasbourg Université, c'est surtout aussi une université historiquement avec Pierre Mercure des physiciens. Donc on a les liens entre les maths et les physiques, les nouveaux modèles, les PIN, qui se prêtent beaucoup à cet effort-là, à cet exercice-là, de voir utiliser des modèles qui permettent eux-mêmes d'être frugales depuis le départ. On l'applique sur des projets en lien avec la chimie, par exemple, utiliser l'IA pour la fabrication de nouvelles générations de batteries ou de la modélisation de la dynamique des fluides, autant en santé que dans le contexte industriel. Après, l'autre exemple, c'est tout ce que c'est les modèles RAG, on va dire, Retrieval Augmented Generation, dans lesquels on exploite le fait qu'on n'a pas besoin de actualiser à chaque fois, de refaire un entraînement de zéro. Ça serait trop coûteux, donc c'est notre opportunité. Dans Cherche de données, on croit la frugalité est une opportunité pour développer de l'IA. Et après, sur l'aspect plutôt qui me concerne en termes scientifiques, sur les aspects système embarqué et architecture, c'est quand on fait du fine-tuning, en faisant du fine-tuning, déjà, on se met dans une approche de frugalité. Voilà, ça c'est un peu les 3 axes. Très bien. Oui, je rejoins Andrea sur les actions qu'on peut mener aussi au sein de notre cluster. C'est-à-dire que la frugalité, je pense que c'est un point fort de beaucoup d'actions à l'heure actuelle. En tout cas, c'est un point fort dans notre cluster. Et effectivement, c'est un point fort qu'on développe à la fois en recherche. Vous avez peut-être entendu Denis Tristram avant-hier qui était porteur d'une chaire chez nous. Donc, on avait déjà un groupe de travail frugalité dans le cadre du 3IA. Donc, c'est un point fort en recherche où on explore différentes pistes, à la fois matérielles, à la fois software, à la fois logiciel, pardon. C'est un point fort aussi en formation. On développe des formations sur la frugalité pour sensibiliser les gens, et en innovation. Après, j'ai bien aimé ta question de Jamal. Est-ce que tout doit être frugalité ? En fait, j'ai envie de dire certainement pas, même si beaucoup de choses doivent l'être. Je pense qu'on n'en serait pas là en IA si on avait eu une perspective complètement frugale. Et on a pu avoir des avancées parce qu'il y a des gens qui ont
développer des modèles extrêmement gourmands, extrêmement coûteux. Et c'était important, même d'un point de vue scientifique, de pouvoir réaliser ces expériences et de se dire, mais voilà, une solution pour arriver à un objectif qui est d'avoir des modèles qui soient capables de générer du texte avec cette qualité linguistique-là, c'est de suivre cette voie-là. Cette voie-là permet de faire cela. Et moi, j'ai fait ma thèse sur la traduction probabiliste il y a quelques années. Et donc, je travaillais sur la traduction probabiliste et c'était pas du tout le paradigme dominant en France, en tout cas à ce moment-là. Et c'est maintenant devenu le paradigme dominant, mais il y a quelques années encore, on se posait la question de savoir est-ce qu'il faut hybrider les approches, quelle approche sera in fine gagnante. Alors, je ne dis pas que l'approche probabiliste statistique est gagnante, mais en tout cas, elle a montré des résultats scientifiques assez forts. Donc, c'était important d'arriver à cela. Maintenant, c'est aussi important de se dire il ne faut peut-être pas reproduire ces expériences ad libidum et puis simplement et puis essayer d'être rationnel dans notre usage. Mais il ne faut pas se priver non plus d'un certain nombre d'expériences, je pense, qui sont malheureusement pas frugales. Voilà, donc il y a un compromis à trouver. Ce que j'essaye de dire là dans notre cluster, c'est que nous, on n'est pas forcément là pour développer de très gros modèles. On développe des modèles sur des domaines particuliers, donc des domaines plus petits, beaucoup plus frugaux. Et puis, de temps en temps, s'il y a des expériences qui méritent d'être menées, ben on peut en mener, mais l'idée, c'est vraiment de réfléchir avant de mener ces expériences extrêmement lourdes. Voilà, pour répondre un peu à ta question. Ouais, peut-être que je réagis là-dessus, comme ça on anime la discussion. Ça va dans le sens un peu d'une remarque que j'ai faite à Denis avant-hier, c'est que désormais, il faut d'abord, à mon sens, séparer les usages du numérique, les usages des applications de l'IA du volet recherche et l'exploration scientifique. Et aujourd'hui, si on veut faire même de la théorie de l'apprentissage, on ne sait pas si il faut des modèles avec un nombre de paramètres qui est grandi. Est-ce qu'on est dans un régime d'interpolation et c'est ce qui fait que ces modèles-là, comme tu dis, ils atteignent ces performances. Et moi, j'alerte sur le fait que cette musique qui montre qu'il faut absolument des modèles frugaux, mais y compris en sciences, ça nous priverait parfois d'explorer la science. Et donc, j'alerte sur le fait, nous, en tant que communauté scientifique, d'expliquer, d'expliciter la différence entre les usages et la notion on va dire, de la rationalité scientifique. Donc, je sors de mon cadre d'animateur, mais le but aussi, c'est de cette table ronde de sortir un peu de la soupe froide qu'on peut servir. C'est qu'il y ait une position un peu, parce qu'à l'issue du sommet, j'en ai entendu, donc des décideurs, dire en France, on fera des petits modèles. Or, la question scientifique, sauf erreur de ma part, et c'est là où j'ai envie de vous écouter, nous sommes complètement ouvertes. Voilà, donc ça, c'est juste pour alimenter. Donc, aussi, vous pouvez réagir aussi à ça. Et dans le même temps, on annonçait des millions d'investissements dans des centres de calcul. Alors, on n'est pas à une contradiction près, mais... Non, alors, dans le cluster Prairie PSAI, je pense on n'a pas une chère frugalité. Je pense qu'il n'y a aucun chercheur aujourd'hui qui se dit tant mieux, je vais consommer le plus possible pour le plaisir, pour des principes de bonne conduite, etc., mais simplement pour des principes pragmatiques. Mais effectivement, quand on a regardé l'ouverture vers l'IA pour les sciences, tous ces domaines qui commencent sont les plus gros consommateurs aujourd'hui, et beaucoup plus que les gens qui sont, on va dire, cœur IA. Et je pense effectivement qu'il faut les laisser faire. Par contre, là où on a peut-être une mission aussi de transmission, puisqu'on a tous dit qu'on avait formation, innovation et recherche, on est souvent étonné quand on parle avec les partenaires industriels de l'aspect un peu mode de l'IA générative et déraisonnable de l'utilisation. Et c'est sûrement aussi notre rôle de les ramener à la raison en leur demandant d'utiliser tout ça là où il faut. On a vu depuis le début des grands groupes qui viennent nous voir dès le début de l'IA générative. On a fait une analyse, il y a 130 cas d'usage chez nous, c'est génial. Il y a 130 cas d'usage parce que le grand chef a dit il faut des cas d'usage, et donc chaque direction sous-service machin a inventé un cas d'usage pour ne pas avoir la radio. Et donc c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait insister un peu sur la frugalité. Ouais, peut-être avant, tu veux poser une question, Frédéric? On va faire une discussion en famille, là, d'accord? Il y a Frédéric qui a une question à poser. Alors on est obligé de descendre pour poser des questions, il n'y a plus de micro.
En haut, non, j'avais une question, mais c'était par rapport à la formation. Vous avez parlé de formation, il y a un moment, il y aura un déploiement assez grand. La notion de frugalité, oui, mais dès qu'on passe à l'échelle, ça consomme. Aujourd'hui, il y a quand même pas de ressources nationales pour le déploiement de l'IA dans la formation. Et plus généralement, dans les universités, écoles, pour leur fonctionnement. Comment vous voyez ça ? C'est pas faute de l'avoir demandé. Alors là, pour le coup, je mets ma casquette 3 IA. Je pense que Eric sera d'accord avec moi. Les 3 IA qui existaient depuis maintenant 4 ans ont, à de multiples reprises, en particulier au moment du lancement des CMA, insisté lourdement pour qu'il y ait on avait appelé ça mini-Jean Z, comme ça les décideurs voyaient bien de quoi on parlait, pour la formation, qu'on nous a promis, qu'on nous a repromis et qu'on attend toujours. Et je peux témoigner que l'argent a été alloué pour ça. Oui, donc c'est... Je pense qu'il ne faut plus trop y compter. Voilà, moi c'est ce que j'ai compris aussi. Effectivement, ça fait des années qu'on le demande, et puis on en avait discuté aussi au moment de la soumission des clusters. Les discussions qu'on a pu avoir avec Jancy et l'Idriss semblaient indiquer qu'on se dirigeait vers une solution à plus ou moins court terme. Voilà, mais c'est ça. Et juste sur la formation en frugalité, donc la formation en IA passe par là, et la formation en frugalité, moi je rejoins complètement Isabelle. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de sensibiliser les gens à l'usage de l'IA, à faire attention à cet usage-là. Effectivement, il faut différencier un petit peu l'usage et puis l'exploration qu'on peut en faire, mais les usages sont primordiaux. Gaël ? Oui, alors juste pour faire une petite réponse à Frédéric, je sais que dans les clusters, c'est vrai que même Jean Zay a prévu normalement une machine qui pourrait être dédiée à enseignement, qui s'appelle Dahlia, mais c'est pas encore tout à fait convaincant, je dirais. Et donc c'est vrai que nous, dans iParis, on a une partie de notre financement d'infrastructure qui était pour moitié de l'infrastructure pour l'enseignement. Mais ce n'est pas tout à fait satisfaisant non plus, parce que ça serait mieux d'avoir une structure un peu centralisée, qui peut avoir les dernières machines, qui soient opérées et qui puisse être mieux aussi optimisée dans son utilisation pour l'enseignement, dans les heures d'enseignement, et pour la recherche quand ça n'est pas utilisé pour l'enseignement. Donc tout ça, c'est vrai que ça reste un problème assez entier. Est-ce que Philippe l'avocat est toujours dans la salle ? Donc, on aurait pu avoir la réponse du PDG de GNC qui était là jusqu'à il y a quelques minutes. Dommage. Je pense qu'il a senti la question arriver, Frédéric. Et sinon, Oui, alors on a une... il y a une question peut-être. Oui, je vais mettre ma petite contribution. Donc Pierre Boulet, je suis vice-président numérique de l'Université de Lille. Et à ce titre-là, nous, on participe au projet Mésonet, qui est le mésocentre des mésocentres. Et dans ce cadre-là, il y a des machines de formation, alors qui sont pas pour la formation massive des étudiants de licence et de master, mais plutôt formation des chercheurs, des doctorants, à l'utilisation des machines, ensuite des centres de calcul nationaux ou des mésocentres. Donc il y a cette réponse partielle. Et puis il y a aussi des projets, les universités se sont prises en main, un projet d'infrastructure d'inférence qui va être hébergé dans les data centres régionaux, ILAS, il s'appelle, qui est coordonné par l'Université de Rennes, avec Centrale Supélec d'ailleurs comme partenaire, pour faire des infrastructures d'inférence locales gérées dans les universités, mais en production. Pas pour l'enseignement, mais pour des utilisations génériques des IA génératives, typiquement. Voilà, il y a des réponses partielles, mais évidemment, il n'y a pas de machine dédiée à l'enseignement de l'IA en tant que telle. Merci de pointer ça. Moi, je suggère aussi qu'il y a une mission bientôt, enfin, il y a une mission en cours qui s'appelle Pascal Tadei, que ça soit l'une des recommandations, parce qu'on en a besoin. Il y a normalement ce fameux projet Cluster avec 2 S, où il y avait un financement dédié, et c'est pour ça que ça aurait été bien qu'on ait une réponse de Philippe l'avocat sur ce projet. Donc oui, là on passe à des exemples concrets, typiquement de sciences, de recherches qui sont faites un peu dans les différents endroits. Enfin, Andrea t'a parlé principalement de ce qu'on appelle Physics Informed Machine Learning or Neural Network. On développe, enfin, en fait, on régularise par de la physique ou de la chimie, ou en tout cas des modèles. Donc ça, c'est un exemple. Est-ce qu'il y a une autre façon où la frugalité est abordée je reconnecte après, on repassera.
Donc non, je pense, pour faire le lien, oui, en faisant le lien avec ce qui est dit tout à l'heure, je pense qu'un autre exemple dans lequel la frugalité est importante, mais abordée différemment, c'est en santé. Donc en santé, on a tendance à faire des protocoles cliniques, à accumuler des données, et au final, il y a une redondance dans ces données-là. Un des problèmes discutés la semaine dernière ensemble avec les Allemands, c'est que quand on parle de frugalité, pour moi, le premier pas est-ce qu'on est capable à partager les données brutes et à comprendre que les bases de données, c'était une des remarques, je ne sais pas si tu te rappelles, au kick-off du PPR à Grenoble il y a un an, il y avait des industriels et ils nous ont demandé, vous voulez valider vos modèles sous les bases de données classiques, MNIST, CIFAR, etc., ou vous pensez utiliser des données industrielles, des vérités de terrain. Parce que nous, la plupart des fois, en santé, je ne sais pas dans les autres domaines, on valide les choses sur des données, des images, IRM, écho, qui sont jolies, mais qui sont très loin de la réalité de terrain du médecin, en urgence, en ambulatoire, etc. Et donc, je pense qu'une chose pour aborder la frugalité, c'est poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une nouvelle campagne de mesures ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de générer de nouvelles données qui ont besoin d'être labellisées? Donc encore là, la frugalité, je prends du temps médecin, je vais encore dépenser de l'énergie pour faire ça, parce qu'il n'y a pas seulement que l'énergie électrique, il y a aussi l'énergie humaine, pour moi dans le concept de frugalité, du temps de travail, et arriver à vraiment partager les données qui alimentent l'apprentissage, le training des différents systèmes. Et en même temps, je pense que pour répondre tout à l'heure, si je ne me trompe pas, avec l'e-factory qui vient de passer, il y a un volet enseignement aussi. Donc pour moi, le défi qu'on a le plus important, parce qu'on a plusieurs initiatives à échelles différentes, moi j'espère que, je ne sais pas qui, si le ministère ou les tutelles de recherche, ils commencent à synchroniser, à orchestrer, à mettre ensemble les pièces de puzzle, parce que là on a jeté sur la table plusieurs pièces, là il faut les mettre ensemble. Donc oui, pour compléter, tu t'as posé comme question au départ, c'est quoi le frugal AI, c'est quoi l'IA frugal, c'est quoi la frugalité, voilà. Et je sais pas, moi je dirais la frugalité c'est quoi? C'est utiliser peu de données, peu de ressources de calcul et peu d'énergie pour avoir le système d'IA, que ce soit sur tous les aspects du système d'IA. Des fois on dit le système il est frugal, mais en fait, par exemple, quand on fait de la frugalité par compression de réseaux de neurones ou distillation de connaissances, on va d'abord apprendre un très gros réseau, et donc peut-être que le produit final à l'inférence sera frugal, mais par contre on aura utilisé beaucoup de données, beaucoup de GPU pour apprendre le modèle. Et donc là où il y a je pense qu'il y a des intérêts qui sont vraiment qui vont vraiment à la frugalité aussi bien pour l'apprentissage que pour l'inférence, c'est par exemple, d'avoir des modèles d'apprentissage qui utilisent peu de données. Donc peu de données, ça peut être par exemple dans un schéma d'apprentissage fédéré où les données ne sont pas mises à un endroit central avec une énorme base de données, mais les données sont distribuées. Donc il faut apprendre à partir de peu de données parce qu'on va vouloir être frugal aussi dans l'échange de ces données. Donc on va pouvoir... voilà, et ça veut dire qu'on va aller vers développer des modèles... à partir d'apprentissage de peu de données. Et puis c'est vrai que l'exemple qui était aussi donné, on va pouvoir aussi se dire qu'on veut peu de données, mais au départ on en a beaucoup, et on peut être intéressé à savoir quelles données vont être essentielles pour apprendre un modèle avec peu de données, justement. Donc là, il y a tout un champ, je pense, de recherche, arriver à sélectionner de manière pertinente les données, de telle sorte qu'on arrive à construire des modèles qui généralisent. Et alors qu'on va faire un apprentissage avec peu de données, donc utiliser peu d'énergie pour apprendre, on aura des modèles frugaux. Et puis je pense qu'effectivement l'axe mentionné sur les Physics Informed Neural Network par Andrea, de manière générale, on peut développer des modèles hybrides où on associe un modèle de connaissance, que ce soit un modèle de connaissance, un modèle physique, ça pourrait être... Moi, je travaille pas mal sur l'IA appliquée au son, donc ça peut être un modèle de perception, comme on entend les sons, et que toute cette connaissance que l'on peut avoir à partir de modèles connus, de signal, de perception physique, eh bien, ça ne sert à rien de demander au système de l'apprendre à partir de rien, à partir des données, parce que là, effectivement, on ne va pas du tout être frugal, parce qu'il va falloir énormément de données, énormément de GPU pour apprendre cette connaissance que finalement on peut caractériser avec peu de paramètres et de manière très frugale. Donc ça, c'est quelques exemples. Et puis c'est vrai que si je regarde précisément sur iCluster, enfin sur HyperIce Cluster, on n'a pas d'axe frugal.
On n'a pas une sorte d'objectif stratégique frugalité. Mais la frugalité est présente en fait dans tous ces axes. C'est vraiment un axe transverse qui mixe, je dirais, des approches frugales et des approches non frugales, ce qui permet peut-être de contrecarrer un peu ce que tu disais, où il faut absolument faire du frugal, et donc on arrête de faire de la recherche libre avec tous les axes possibles, avec quand même des axes qui sont non frugaux, parce que potentiellement c'est là qu'on pourra découvrir des choses intéressantes aussi. Et est-ce que finalement, ce qu'on appellerait frugal machine learning, c'est pas juste optimal machine learning? C'est de faire du machine learning de façon optimale, ça veut dire les algos d'Optime qui sont optimaux, les données nécessaires et autres. Ça veut dire juste avancer sur la recherche en machine learning. C'est une question. Au moins en partie, effectivement, donc je rejoins ce que disait Gaël. Et en fait, nous, on a un axe, on a eu plusieurs chaires qui s'intéressent à la frugalité en termes de données, en termes d'énergie, en termes de... mince, ça m'échappe. Bon, bref, qui s'intéressent aux différents aspects de la frugalité. Donc, et finalement... À part peut-être côté matériel, ce que tu dis est assez juste, Jamal. Par contre, ça ne s'applique pas vraiment au matériel. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans l'optimisation. Mais sinon, effectivement, sur les données, c'est l'optimisation. Par exemple, sélectionner les bons jeux de données, c'est essayer d'avoir un classifieur qui va déterminer quel est le jeu de données qui est approprié et qui va permettre d'améliorer les performances, par exemple. L'apprentissage fédéré est également une source de ce type-là, d'avoir des modèles moins coûteux, moins importants. Donc tout ça, la distillation, c'est une forme d'optimisation aussi, bien sûr. Mais l'embarqué est peut-être un petit peu différent de ce point de vue-là. Et le pari qu'on a fait dans notre cluster, c'est plutôt de dire, bon, on avait déjà des chaires qui s'intéressaient un petit peu à la frugalité, en particulier en termes d'énergie, en termes de données. On essaie de développer des chaires autour de l'importance, la taille de ces modèles, en fait, de l'optimisation de la taille de ces modèles, et puis en particulier de l'apprentissage fédéré. Et on essaye aussi d'avoir une action un peu transversale en frugalité, en disant, essayons tous d'adopter une approche frugale, parce qu'il y a un point, donc Gaël, ce que tu mentionnais, c'était en frugalité sur les données, sur la taille des modèles et sur l'énergie. Il y a aussi une frugalité sur les usages, en fait, qu'il faut avoir, et c'est celle-là, c'est l'affaire de tous. Hein? Oui, c'est une question importante, effectivement, avec les effets rebonds, c'est ça. Mais je pense que c'est Elisa qui avait fait aussi cette remarque. Est-ce que c'est de notre ressort, ce volet-là? Est-ce qu'on doit l'intégrer? Je pense qu'on est aussi des consommateurs, des citoyens, des usagers de ces modèles-là. Même en tant que chercheurs, on est aussi des usagers de ces modèles-là. Et du coup, il faut l'intégrer d'une façon ou d'une autre, sans se priver de ce qu'on disait auparavant, sans se priver de pouvoir faire des recherches qui sont consommatrices sur tous ces aspects-là, oui. Oui, justement, moi j'aimerais bien rester sur cette question-là des usages. On va conclure un peu notre discussion là-dessus. Effectivement, le propre de technologie numérique, c'est que dès qu'on les rend un peu plus efficientes, elles se répandent davantage. Et donc, du coup, quelle est la relation qu'on doit nous entretenir? Tu l'as dit, on est à la fois chercheurs. Je pense que notre travail doit être guidé par la curiosité, pousser les frontières de la connaissance. Maintenant, on nous demande aussi de considérer les usages dès la conception de la technologie. Donc comment résoudre ce dilemme chez nous? Peut-être Isabelle? Merci du cadeau. Je ne sais pas. Non, je pense qu'il y a un problème avec il y a un problème. Il y a une question importante dans ce qui se passe actuellement avec l'IA, c'est que les usages vont très vite et dépassent ce pourquoi ils ont été faits très souvent. Et donc c'est très difficile pour un chercheur d'anticiper ça et de faire l'équilibre entre justement l'avancée et puis le risque que ça a. Et aujourd'hui, moi, je ne sais pas si quelqu'un sait exactement répondre à ce problème. Comment on peut anticiper les usages et la manière dont va se répandre un truc ou un bidule à venir, c'est très compliqué. Ouais, par rapport à l'expérience que j'ai faite dans le privé pendant 5 ans, je pense que c'est toujours difficile de répondre à ces questions, parce que, même en restant chercheur, parce que quand on parle d'usage, il y a à la fois un binôme client, utilisateur et marché. Et donc le problème, c'est que nous, on va être dans quelle équipe? Client.
ou dans l'équipe de l'industriel marché. Parce que le problème, c'est là, c'est que si on reste du côté client, évidemment, on peut l'éduquer à être frugal, à être attentif, etc., sans le dégoûter du fait de faire de la science derrière. Et d'autre côté, le marché, mais le marché, c'est la consommation, c'est l'utilisation. Et donc, il faut trouver, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Savoir qu'il y a un choix à faire. Et par rapport à mon domaine sur les architectures et les systèmes embarqués, je pense que la question, c'est, je fais toujours l'exemple, j'entre dans une grotte et je suis dans le noir et j'ai deux choix. J'ai une lumière qui fait 200 mètres carrés et j'ai une petite lampe torche. Mais les deux, ils peuvent être utiles. Avec la grande, je consomme beaucoup, mais tout d'un coup, je vois tout. Si je l'appétit, j'ai besoin d'une petite voix qui me dit, Andrea, point la torche là-haut à droite, parce que tu trouveras la chose que tu cherches. Donc pour moi, comme chercheur, c'est donner tous les outils qui permettent de faire de l'exploration, des solutions possibles, parce que du côté industriel, l'industriel, il puisse après profiter comme il veut, et de l'autre côté, sensibiliser aussi l'utilisateur à être le plus frugal possible. Si je peux rajouter, oui, je pense que notre rôle, il est plus côté sensibiliser l'utilisateur, et en particulier la formation, parce qu'on ne maîtrise pas vraiment les développements des industriels, et qu'aujourd'hui, non mais il y a quand même aujourd'hui une grande part de la recherche qui est faite aussi par des industriels hors de tout contrôle, communauté scientifique, et donc c'est quand même plus notre rôle d'aller vers les formations que le reste. Je suis d'accord. Gaël, tu veux réagir? Oui, moi je pense qu'en tant que chercheur, on a une responsabilité de l'usage de ce qu'on pourrait inventer. Mais c'est effectivement, on parle de misuse, hein, je ne sais pas comment on dit, ou d'utilisation, je ne me rappelle plus du terme technique, mais effectivement, on n'a peut-être pas imaginé une technologie qui pourrait être faite pour faire le mal ou être utilisée de manière déviante. Mais de fait, on a une certaine responsabilité de faire quelque chose, de faire une technologie qui peut être potentiellement facilement utilisée de manière déviante. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Isabelle, c'est extrêmement difficile de prédire les usages. Donc c'est une question qu'on peut poser aux chercheurs, mais il n'a pas beaucoup de billes pour pouvoir y répondre à cette question-là. Et si je peux prendre un exemple, dans une vie passée, j'ai travaillé dans les communications, dans les télécommunications, et j'avais appris une histoire, c'est que pour le standard GSM, donc la téléphonie mobile de deuxième génération, ils avaient créé un moyen d'envoyer du texte sur la téléphonie mobile qui était juste pour envoyer des messages pour le réseau, pour gérer le réseau. Et c'est devenu un usage majeur, même une source de financement majeur et de gains majeurs, parce que les gens les ont utilisés pour envoyer des SMS. Et de fait, ça n'avait pas du tout été prévu comme usage. Ce qui montre bien qu'un usage qui paraît évident, a posteriori, peut être totalement pas évident du tout à prédire et à prévoir à l'avance. André ? Je me rappelle, la première journée, il y avait à un moment donné, l'après-midi, le talk donné par Thomas et, sur la partie... et j'ai fait une réflexion, j'imagine, là, c'est très humain, mais on peut arriver à produire, j'ai fait l'exemple de la voiture qui va consommer rien, qu'avec 1 litre d'essence, j'ai fait 1000 km. C'est pas pour ça que c'est sûr que je vais utiliser moins la voiture. Ça, nous, comme chercheurs, on ne peut pas le prévoir, l'assurer. Et donc ça, c'est pour moi que c'est difficile après se positionner par rapport à ça. Peut-être qu'on va ouvrir un peu la discussion à la salle, s'il y a des questions. Surtout si vous voulez être la dernière personne à prendre la parole pendant ces trois jours, n'hésitez pas. Oui, on a une question là. Merci pour les échanges. C'est une préoccupation qui vient un peu avec notamment les questions sur les usages et l'apprentissage. Il y a de plus en plus de demandes qui sont formulées auprès des départements de mathématiques pour des cours auprès des facultés non informatiques et non mathématiques, notamment les cours sur l'intelligence artificielle et comment ces nouveaux usages-là peuvent être incorporés aux nouveaux métiers. Donc, en tant qu'acteur, chercheur et enseignant, comment est-ce que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de faire face à ces cours-là, comment est-ce que vous envisagez ces nouvelles formations?
Merci. Merci. Ouais, Isabelle? Alors moi, je propose que tu poses le micro, que tu passes le micro au monsieur qui est là. Voilà. Alex. Non, c'est Alex, là, cette fois-ci. Alors en fait, Alex, oui. au sein de PSL, il y a des formations qui ont été mises en place pour l'ensemble des étudiants, quelle que soit leur discipline d'origine, au sein de quelque chose qui s'appelle le programme Data et qui est dirigé par Alexandre Alauzin. Merci Isabelle, je n'étais pas en train de faire mes SMS. Mais donc oui, effectivement, il y a quelque chose d'assez important à faire vis-à-vis de nos collègues. Et donc nous, la structure du programme transverse, elle vise comme son nom l'indique, à être transverse. Donc de ne pas rattacher l'IA à un domaine spécifique qui pourrait être typiquement les maths ou l'informatique, mais d'ouvrir son spectre et d'inclure le plus possible toutes les autres communautés. Et donc pour ça, il y a ce qu'on a appelé une formation des formateurs, c'est-à-dire qu'on a créé une formation à destination de nos collègues pour les aider en fait à acquérir les connaissances nécessaires ou des compétences qui ne sont pas toujours faciles à acquérir. C'est un peu sur la forme de la formation continue, mais dédiée pour nos collègues. Et après, on essaie vraiment de renforcer toutes les collaborations scientifiques vraiment sous avec l'axe AI for quelque chose. Et ça, c'est très important, effectivement. Si je peux dire ce que tu fais à Saclay? Si je peux me permettre. Oui, on fait tous à peu près pareil. Hein, ce que je disais là, oui. Juste une petite. Alors, c'est pas tout à fait une réponse à ton intervention, mais ton intervention me permet d'une part de dire que notre cluster intègre aussi Clermont-Ferrand et Chambéry-Annecy. Et voilà, donc c'était un point que j'avais oublié, et merci d'être intervenu. Et du coup, peut-être pour rebondir sur la frugalité et ta question, c'est que quand on enseigne l'apprentissage automatique, on n'enseigne pas que l'IA générative, on n'enseigne pas que ces grands modèles, on enseigne aussi des modèles qui sont beaucoup plus frugaux, beaucoup plus simples et qui sont très utilisés dans beaucoup de cadres industriels. Et je pense que c'est important. C'est important. Cet aspect-là. Oui, oui. Je pense que la première chose, c'est de montrer qu'il y a autre chose qui est très pertinente pour bien des applications. Une autre question? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que c'est le moment de vous remercier chaleureusement parce qu'on arrive à la fin de ces 3 jours. Je vais quand même céder le micro à François parce que c'est le COA qui a organisé avec l'aide de Data IA et de Centrale Supélec pour les locaux. Donc c'était pour ne pas les oublier parce que... Oui. C'était le mot de la fin. Ce serait terrible de les oublier. Donc, pour conclure, je vais demander à toute l'équipe du SG qui a réussi à tenir jusqu'au bout de descendre dans la fosse parce que ces journées ont pu se faire en grande partie grâce à eux et à toute l'énergie qu'ils ont mis. Et n'hésitez pas, il faut juste descendre les marches. Et dépêchez-vous, sinon les applaudissements seront terminés avant que vous soyez arrivés. Et je pense que mes 2 collègues peuvent aussi descendre dans la fosse, même si on s'auto-applaudit pas. Bien, donc, merci à vous. Comme ça, vous voyez quelques-unes de l'ensemble des personnes qui ont contribué. Alors, si je clique sur la zapette, normalement, on va avoir une photo. Oui, c'est ça. Je ne vais pas faire tous les remerciements, mais c'est important, en particulier pour ceux qui sont encore là, que ces journées sont aussi un succès grâce à vous, à votre présence, à la fois à la participation des équipes des projets, des pilotes des projets et des extérieurs qui sont venus, j'imagine, par intérêt et voir ce qui allait se passer. Donc ça, c'est essentiel. Alors, quelques leçons. Il y a une belle participation à ces journées, même si sur la fin, dans un très grand amphi, il n'y a pas la densité qu'on peut espérer, mais si on mettait ça dans un amphi de 300 places, déjà, ce serait mieux. Et ça, c'est très important. Une grande mobilisation des projets, des équipes, avec une qualité des productions. Donc il faut exploiter, donc ça c'est le message, parce qu'on en veut toujours plus, il faut exploiter cette énergie pour avancer, aller encore plus loin, publier encore plus, rayonner encore plus, échanger encore plus avec l'extérieur et entre nous. Donc ça, c'est ce qui va venir.
Une remarque pour tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas là, on prendra les retours d'expérience sur ces journées, parce que si vous avez des suggestions, ben, on n'est pas contre les bonnes idées, hein, on écoutera tout. Il va y avoir une évaluation du PEPR très vite, donc on va embêter un peu tout le monde sur les indicateurs, même si on a déjà beaucoup de choses, mais soyez réactifs. Et puis, les prochaines journées vont avoir lieu. Ça vient d'être décidé. Ça sera début juin, du 2 au 4 juin, a priori, et probablement autour de Rennes. Alors, les dates et le lieu seront à confirmer, parce qu'il peut se passer des choses, et on peut avoir des contraintes de lieu, de tout un tas de choses. Mais pour le moment, c'est ça qu'on vise. Donc, vous pouvez déjà, dans vos agendas, bloquer les dates et penser aux beaux endroits qu'on peut visiter dans ces coins-là. Je vais également remercier Centrale Supélec et les opérateurs du son et de la vidéo, parce que tout s'est très bien passé sans accroc. Alors eux, ils ont l'avantage, ils sont derrière les spots, donc on ne les voit jamais, mais ils existent. Et s'ils coupent mon micro, normalement, ça devrait s'entendre. Donc merci à eux. Voilà, j'ai fini pour les remerciements, les points d'avancée. À bientôt, il y aura sûrement des occasions avant un an de revoir un certain nombre de gens. Notez bien la date de 2 au 4 juin 2026. 2 au 4 juin 2026. Oui, 2 au 4 juin 2026. Mardi, jeudi. Mardi,